10h passé de 33 minutes dans ce studio. Vous écoutez Crazy Time. Ça se passe sur Proxy Radio, la radio de proximité 100.2 FM. On est là depuis 9h30 minutes et on poursuit justement avec cette avant-dernière sortie de la semaine de production de Crazy Time. Et c'est l'ensemble de l'invité. À l'ensemble, nous retrouvons le docteur Eyétémon Miguel. Maintenant, c'est bien dit, hein? Maintenant, c'est bien dit. Bon, donc je m'excuse. Ah non, ça va. Je vais voir mes enfants grandir. Non, je n'ai pas encore le pouvoir d'empêcher à tes enfants de grandir. D'accord. Voilà. On est content d'être là. D'accord. On est content d'être avec toi ce matin. Comme d'ailleurs chaque jeudi, on parle de certains sujets. Et nous parlons bien sûr d'alcool aujourd'hui. On espère déjà que vous allez bien. Ça va bien. Voilà. Nous parlons bien sûr d'alcool. La bière, l'alcool, donc, tout ça c'est mélangé. Il y a aussi l'alcool dans quoi? Il y a l'alcool dans quoi? Dans le maïs. Dans le maïs. Mais c'est avec ça qu'on fait la bière. Il y a l'alcool dans le maïs. Vraiment, les femmes. On peut pas les faire confiance. Voilà. Allez, nous parlons de d'alcool aujourd'hui. Les gars, on est mort, parce que quand on voit le document là. Effectivement, c'est la première fois que je viens avec le document ici. Il y a toujours les barbes là. Oui, mais aujourd'hui là, c'est très grave. Bon, c'est du lourd. Bon, c'est vrai qu'on peut pas empêcher les gens de boire, mais les gars, écoutez quand même ce qu'on va dire aujourd'hui. Allez, quel est l'impact sur la société en général d'alcool? Ok, l'alcool, je suis venu un document pour donner, comme je vous disais tout à l'heure, les chiffres les plus précis, les plus exacts. Oui. Je vais beaucoup plus me baser sur les publications de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'OMS nous fait comprendre que l'alcool entraînait environ plus de 3 millions de décès en 2016. Donc, si on passe sur cette base, on est en moyenne à 3 millions de décès causés par l'alcool chaque année. Ça, c'est un impact déjà assez majeur. Donc, ce qui consiste en un décès sur 20. 3 millions, c'est que la population du Cameroun n'a pas encore atteint 30. On doit être entre 26 et 27. Donc, c'est environ un dixième de la population du Cameroun qui a été décimée dans le monde entier, simplement à cause de la consommation d'alcool. Et une personne, un décès sur 10, un décès sur 20, c'est-à-dire que sur 20 décès que vous avez, qu'on a enregistré dans le monde, il y a au moins un décès qui était dû à la consommation d'alcool selon l'OMS. Ça, c'est les chiffres de 2016. Et certainement, comme la consommation d'alcool augmente avec les années, ça veut donc dire que ces chiffres aussi ont augmenté. Ils n'ont pas encore été mis à jour, mais on peut estimer qu'ils ont été augmentés. Plus de 3 quarts de ces décès concernaient les hommes. Donc, c'est beaucoup plus les principaux buveurs. C'est beaucoup plus les hommes qui sont touchés. L'alcool représente plus de 5% de la charge de morbidité au niveau mondial. Ça veut dire quoi? On convient que moi j'avais raison. Oui. Voilà. Sur 100 personnes qui sont malades, 5 d'entre elles sont tombées malades à cause de l'alcool. Donc 5%. Il présente également un taux. La consommation d'alcool de l'année 2018, on dit beaucoup trop de personnes ainsi que les membres de leur famille, de leur entourage subissent les conséquences de la consommation de l'abus de l'alcool. Et ça peut être à l'origine, on va certainement revenir sur l'aspect purement sanitaire, sur le corps humain, mais comme on est dans la société en général, l'abus de l'alcool selon l'OMS est à l'origine, d'ailleurs on le sait tous, des actes de violence notamment. Les bagarres, on sait souvent que parfois les amis qui partent dans les bars, ça se sort pas toujours de la bonne manière. Parfois on rentre avec les blessures. Avec les parents qui se recouvrent dans les caniveaux. Oui, qui dorment dans les rigoles. Voilà, donc il y a les bagarres, il y a les violences. Et c'est pas seulement dans les bars, même les violences conjugales. Vous avez un monsieur qui part, il boit pendant toute la soirée. Ils prennent le courage uniquement quand ils ont bu. Voilà. Et puis il rentre à la maison, en temps normal, sans avoir bu l'alcool, il n'aurait pas mis lever la main sur madame. Mais parce qu'il a bu l'alcool, il sème le trouble à la maison. En train de théoriser. Et madame et les enfants, c'est pas seulement la dame qui va subir des traumatismes. Ça peut être des traumatismes physiques. Je ne veux pas citer son nom, mais certainement on va reconnaître de qui je parle, cet artiste qui a malheureusement
en partie à cause de l'alcool, causé cet accident, je crois que c'est à Férouge, je sais pas. Oui, bien sûr. Cet accident dans la nuit. Oui, bon, je ne voulais pas le citer, mais on connaît tous cette histoire. Et ça, malheureusement, ça a failli l'emporter lui d'abord, parce que je crois qu'il a mis quelques jours, quelques semaines à l'hôpital. À l'hôpital. Voilà, et malheureusement, la jeune dame avec qui était dans le véhicule n'a pas survécu au choc, à l'accident. Donc, s'il n'avait pas consommé d'alcool, s'il était en état de lucidité, cet accident ne serait jamais survenu. Donc, on a aussi des traumatismes liés aux accidents de circulation. C'est pour ça que même les entreprises qui produisent et commercialisent l'alcool recommandent d'éviter l'alcool avant de prendre le volant. Et bon, comme on va le voir, la meilleure recommandation, c'est d'éviter même complètement la consommation d'alcool. Et on a aussi des problèmes, des troubles de santé mentale, des cancers, des accidents vasculaires cérébraux. On va certainement revenir là-dessus. Donc, toujours pour rester de manière globale, parmi les décès attribués à l'alcool, 28% étaient dus à des traumatismes consécutifs à des accidents de circulation. Et je crois que j'avais lu un rapport il y a quelques années qui disait qu'un accident sur 25 est dû à la consommation d'alcool. Donc ça augmente vraiment le taux d'accident. On peut aussi avoir des accidents, des traumatismes auto-infligés. C'est-à-dire que la personne a tellement bu qu'elle se fait du mal temporellement à elle-même. Ah bah c'est le bon. Je ne veux pas dire que c'est bon, plus c'est un être humain, il ne mérite pas de souffrir. Mais on peut aussi dire quelque part que c'est lui-même qui est parti chercher. Parce que si la personne, si je ne bois pas l'alcool, je ne vais pas me retrouver dans cet état d'autoflagellation. 21% étaient dus aux pathologies digestives, 19% étaient dus à des maladies cardiovasculaires, le reste est dû à des maladies infectieuses, dont les infections, à des cancers, à des troubles mentaux et à d'autres affections. On estime au niveau mondial que 237 millions d'hommes et 46 millions de femmes souffrent des troubles liés à la consommation d'alcool. Donc on plafonne à environ 300 millions de personnes qui souffrent de ces troubles dans le monde. C'est plus de 10 fois la population du Cameroun. C'est pratiquement la population des États-Unis et la population de l'Union européenne. Donc voilà un peu de manière globale l'impact de l'alcool dans la société aujourd'hui, dans le monde. Oui, ben, on peut que voir des dégâts tous les jours, hein, quand même. C'est assez difficile de supporter des personnes qui ont pris beaucoup de bière. Il y en a qui prennent même seulement un peu, un petit verre comme ça là, mais vont faire le désordre partout. Vont se mettre à insulter des gens. Et on va revenir dessus. Oui, bien sûr. sûr. Une question dessus. Pourquoi est-ce que les gens réagissent différemment? Des personnes qui ne peuvent vous parler uniquement quand ils ont bu ça, ils puisent le courage. Parfois, on voit la bière, on dit qu'on noie les soucis. Est-ce que ça noie vraiment les soucis? Il y a des personnes que quand ils ont bu, ils te racontent toutes des choses qu'ils ne pouvaient pas te dire quand ils sont lucides. Après, on met ça sur l'effet de la boisson. Oui, bien évidemment. Quel est l'impact sur la santé des populations maintenant? Ok, sur la santé des populations, toujours selon l'OMS, l'usage de l'alcool est un facteur étiologique de plus de 200 maladies et traumatismes. 200 maladies? 200. On va revenir un peu plus en profondeur ultérieurement. L'usage entraîne, comme on a déjà dit, 3 millions de décès. C'est 5% de la charge des maladies. Oui. Maintenant, la tranche d'âge la plus concernée, c'est les jeunes. Donc, l'OMS nous dit qu'entre 15 ou entre 20 et 39 ans, la consommation d'alcool entraîne des décès et des incapacités relativement tôt dans la vie. Donc ça fait en sorte que ça augmente le taux d'handicap et de décès chez les jeunes. Notamment liés à ces accidents. Il y a un risque de perdre un membre, de perdre la vue, ainsi de suite, risque de traumatisme. Et chez les personnes âgées, dont les jeunes comme nous, entre 20 et 39 ans, environ 13,5% du nombre total de décès est attribuable à l'alcool. Donc c'est plus de 1 décès sur 10. Donc, si vous voyez un jeune entre 20 et 40 ans qui meurt, 10 jeunes qui meurent dans cet âge, il y a au moins un de ces jeunes qui est mort à cause de la consommation d'alcool. Donc, l'alcool va perturber. Comme on a déjà dit sur le plan psychologique, l'alcool va entraîner des perturbations psychologiques qui vont faire croire à la personne qu'elle se sent mieux. Parce que ça va notamment, dans les effets dont on va parler tout à l'heure, je vais un peu déjà aborder, ça va notamment entraîner la production de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone ou la substance du plaisir dans l'organisme. Donc, c'est aussi associé à la consommation de sucre. C'est pour ça que le sucre et les substances généralement qui poussent le cerveau à produire la dopamine sont appelées les substances addictogènes. Donc, ils peuvent causer une addiction. Le sucre fait partie. C'est pour ça qu'il est difficile d'arrêter de consommer du sucre. Parce que plus vous en consommez,
plus le cerveau produit la dopamine et plus le cerveau se sent à l'aise, se sent content, entre guillemets, ça plaît au cerveau. Et pour rechercher dans cette sensation de plaisir, le cerveau va tout le temps demander je veux du sucre, et vous allez vous retrouver en train de consommer du sucre. Donc pareil pour l'alcool, pareil pour le tabac. Ça va donc créer une sensation d'euphorie, de bien-être. Et ça peut dérégler le fonctionnement du cerveau. Donc au lieu de noyer les soucis, la personne aura l'impression que elle n'a plus de soucis. Oui. Je suis en train de penser à un texte dans la Bible du roi Salomon qui dit que celui qui boit est comme quelqu'un qui est placé sur un mât. Donc sur un poteau, les poteaux sur lesquels on met souvent les drapeaux. Donc il est comme quelqu'un qui est placé sur un mât ou au milieu de l'océan. Et dit je ne sens pas mal, on m'a tapé, je n'ai pas mal et tout ça. Donc il est dans un autre monde carrément. Mais justement vous allez voir que dès que les effets de l'alcool finissent, on retourne à la case départ. Mais bien sûr, on a toujours les mêmes problèmes, on a les mêmes soucis. Ça ne résout rien parce que même déjà sur le plan économique, dans l'impact global de l'alcool, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, préfèrent privilégier la consommation d'alcool, que ce soit à des choses utiles, salutaires pour eux et leur famille, comme par exemple leur santé. Moi, il y a des patients qui viennent à la pharmacie, je leur conseille un médicament. Et la première question qu'ils me posent, c'est que est-ce que je peux continuer à consommer l'alcool pendant le traitement? On est préoccupé de ta santé, tu penses d'abord au fait que non, il faut pas que tu arrêtes de consommer. Et il y en a qui prennent ce médicament avec un peu d'alcool. Pardon? Oui, c'est très grave. Oui. Ils prennent le médicament avec l'alcool. Oui. C'est passé. Là, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'interactions possibles, notamment au niveau du foie. Parce que l'alcool est beaucoup plus métabolisé au niveau du foie. Les médicaments sont métabolisés au niveau du foie. Le métabolisme, c'est simplement le fait que le foie va transformer les médicaments pour faciliter leur élimination, pour les faire sortir. D'accord. Donc, il y aura une compétition à ce niveau. Et ça peut donc causer des dommages au niveau du foie si vous prenez ça de manière concomitante. Donc, ces patients-là, généralement, lorsque je leur dis, ils me demandent pendant combien de jours, peut-être même pendant 3 jours, pendant une semaine, vraiment, ils sont dépassés. Maintenant, il y a aussi, comme je disais, l'aspect économique. Oui. Il y a certains parents, l'alcool va les rendre, peut-être ils sont déjà responsables à la base, maintenant l'alcool va exacerber ça. Donc ils prennent leur salaire, au lieu de payer la pension des enfants, au lieu d'acheter des fournitures. Ils donnent une fois à la fille qui va au bar pour lorsqu'ils viennent. Pour célébrer le salaire. Ils ont déjà un cahier là-bas. Et la majorité de ces personnes ont un cahier lorsqu'ils boivent. On cahier des charges. À la fin du mois, il vient il vient avec. Il paye seulement. Donc la plupart du temps, l'alcool et l'alcool aussi sera associé généralement. On dit souvent l'alcool et les femmes pour nous les hommes. Donc c'est vraiment aussi associé à une vie de débauche. Pas toujours, je ne vais pas que tous ceux qui boivent l'alcool, mais généralement, et c'est pour ça que dans les bars, vous avez souvent des femmes, parfois même pratiquement dénudées. Donc c'est pour amener rapidement la personne à aller vers la débauche sexuelle. Et qui dit débauche sexuelle dit risque d'IST, VIH, hépatite et tout ce que ça comporte. Voilà. Oh là, bon, continuez à boire, hein, les gars. Alors seulement, comme quelqu'un avait dit, le docteur, on a envie de savoir les maladies causées par l'alcool. Quelles sont les maladies causées par l'alcool? Alors, si on sait que oui, ça tourmente le cerveau, on sait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser, on sait qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont bu, ils sont capables de se rabaisser jusqu'à entretenir des rapports avec une petite fille de 13 ans. Bienvenue le viol sur les enfants et tout. Mais au-delà de ça, quelles sont les maladies même causées par l'alcool? Comme on a dit, il y a plus de 200 pathologies. Bon, pas c'est l'OMS, c'est l'institution la plus réglementée. L'institution fêtière en matière de santé. Donc parmi ces pathologies, il y a des pathologies qui sont liées à l'inflammation parce que l'alcool entraîne une certaine inflammation dans l'organisme. Ça endommage les tissus de l'organisme. On va commencer par le pancréas. La consommation d'alcool peut entraîner une inflammation du pancréas qu'on appelle pancréatite. Et je crois que vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai parlé du pancréas en parlant du diabète et de l'insuline. Le pancréas est cette glande, cet organe qui produit l'insuline, qui est la seule hormone qui régule la glycémie dans l'organe, donc qui fait en sorte de baisser la glycémie. Donc si vous avez une pancréatite, vous pourrez donc facilement développer une insuffisance, un problème lié à la production d'insuline. Donc, votre pancréas ne sera plus à même de bien produire l'insuline et cela pourra vous augmenter le risque de développer le diabète de type 2. Et en dehors de ça, le pancréas produit aussi certaines enzymes qui permettent la digestion des aliments. Donc, vous pourrez aussi avoir des troubles digestifs. Comme pathologie, on pourrait aussi avoir une inflammation du foie, qu'on appelle vulgairement hépatite. Donc, il y a plusieurs types d'hépatite, plusieurs causes. L'hépatite peut être notamment virale, avec l'hépatite B, l'hépatite C. Et l'hépatite peut être médicamenteuse. Vous pouvez prendre, si vous prenez trop de médicaments, ou si vous prenez les médicaments de la mauvaise manière, ça peut conduire à l'hépatite. Maintenant, l'hépatite peut aussi être due à l'alcool. Donc, ça va, l'alcool va, puisqu'il est principalement métabolisé au niveau du foie, ça va endommager
pardon, ça va endommager les cellules du foie, ce qui va faire que les cellules du foie vont commencer à mourir petit à petit. Et vous voyez donc que si par exemple j'ai 100 cellules du foie et qui sont capables de métaboliser un certain nombre de médicaments, d'aliments et autres, si l'alcool vient et détruit par exemple 50 cellules, il ne reste que 50 cellules, la capacité de métabolisation que j'avais avant est diminuée de 50%. Donc ce qui va faire que lorsque je vais consommer des aliments, lorsque je vais consommer des médicaments, même pour produire certains hormones, puisque le foie produit aussi certains hormones qui peuvent même aider à réguler la tension artérielle. Donc pour assurer ces fonctions, le foie n'en sera plus capable. Et à la longue, on pourra développer ce qu'on appelle la cirrhose du foie, qui est un état avancé de dégradation du foie. Parce qu'il faut savoir que le foie est l'un des seuls organes, peut-être aussi avec la peau, qui est capable de se régénérer. On voit souvent dans les dessins animés, tout ça, dans les Sangoku, on voit souvent la régénération des peaux et tout, la régénération du corps. Le foie est l'un des organes magnifiques et merveilleux qui est capable de se régénérer. Mais au-delà d'un certain seuil de destruction, il ne peut plus se régénérer seul. Et là, il faut donc faire une transplantation. Donc, lorsqu'on parle de cirrhose, transplantation, ça veut dire que tu achètes le foie du porc, tu mets dans ton foie. Comment ça? Tu es docteur? Non, j'ai pu. Non, il est à 50% de la réponse. Donc, c'est le fait de prendre le foie d'un autre être humain, un foie en bonne santé. Je vois généralement, c'est les foies des personnes qui sont déjà décédées. Pour se prendre le foie d'une personne en vie, ça va forcément mettre... Ça va diminuer son niveau de foie. Donc, dès que quelqu'un décède, tu peux rapidement son foie pour conserver et puis transplanter à quelqu'un qui a atteint le cirrhose du foie. Le cœur également, c'est possible? Oui, le cœur, c'est possible, les transplantations cardiaques. C'est vrai que ce n'est pas très courant, mais c'est possible. Il y en a. Donc, dans la cirrhose du foie, le foie a atteint un niveau de dégradation, de dommage, à tel point qu'il ne peut plus se régénérer. Il faudra une transplantation du foie. Il y a aussi une autre pathologie qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse. Parce que quand l'alcool entre dans l'organisme, il va subir dans le foie, comme on a dit, le métabolisme, il sera transformé en différentes substances. Bon, je vais donner quand même les noms chimiques pour ceux qui peuvent se retrouver, mais expliquer aussi terre à terre pour ceux qui ne sont pas de la chimie. Donc le foie va se transformer en acétaldéhyde, ensuite en acétate, ensuite en acétyl-CoA. Et l'acétyl-coenzyme va entrer dans ce qu'on appelle le cycle des citrates, qui va permettre la production des acides gras, tout simplement les matières grasses. Donc, en résumé, toutes les étapes là vont conduire à quoi? À la production de graisse, de cholestérol dans le foie. Et donc, l'alcool, comme l'alcool entraîne la production de graisse, ça va faire que la graisse va s'accumuler dans le foie. Et on va arriver à un état de stéatose hépatique où on va parler de foie gras si vous voulez. Le foie gras qui va endommager dans la structure du foie. Au niveau de la peau aussi, on peut avoir des atteintes, on peut avoir une inflammation de la peau. Pareil qu'au niveau du cerveau, au niveau du tractus digestif, donc la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins, on peut avoir des atteintes parce que l'alcool, quand vous mettez seulement l'alcool sur la peau, ça fait comment? Ça brûle. L'alcool chauffe, ça brûle. Donc ça aura pratiquement le même effet dans tout le tractus digestif. Et ce sera davantage délétère chez les personnes qui souffrent de mal d'estomac, d'ulcère gastrique. Parce que ça va contribuer davantage à blesser, à s'attaquer à la paroi gastrique. Donc voilà de manière à masser quelques effets. Sans oublier, je crois que j'ai parlé des cancers. Sans oublier les cancers, qui constituent aussi les pathologies pour lesquelles l'alcool contribue fortement au développement, à la survenue. Voilà. Gabriel, oui. tu sais que nous sommes au Cameroun. Oui. C'est le trésor national. Nous sommes en train de débattre sur le trésor national. Non, pas débattu, mais nous sommes en train de débattre. Nous sommes en train de taper sur un trésor national. Voilà. Docteur, parce que ma question c'est pour tous les Camerounais, pour tous les consommateurs, les consommatrices comme les Anglais. C'est le livre d'anglais, pas toi. Yeah. Donc, docteur, quel est le niveau conseillé pour mes frères consommateurs d'alcool qui ne va pas nuire à leur santé? Est-ce qu'il y a un niveau limite? un niveau limite. Oui. Qui ne nuit pas. Oui. Bon, qui ne nuit pas. C'est une question pertinente. C'est une question que nous-mêmes les scientifiques on se pose. Une question qui fera véritablement tous les hommes maintenant aller dire que non, on a dit qu'à tel niveau. Que le docteur et témoin a dit à tel niveau, ça me dérange plus. Parce qu'il y a beaucoup d'études. C'est un peu le problème que j'avais, je me souviens pendant la période du Covid, avec la chloroquine efficace ou pas. Oui. Il y avait tellement, je me suis posé la question, mais bon, les médias, c'est pas la science. Parce qu'il y avait tellement de choses qui se disaient dans les médias, et que bon, je suis quand même scientifique, avec le peu de connaissances que j'ai, moi-même, je vais lire les articles. Mais je vous assure que même pour un scientifique, c'était pas évident de voir
de distinguer entre le vrai et le faux. Ouais. Parce qu'il est possible de faire des articles erronés sur la base des données erronées. Si par exemple on veut parler de la consommation, disons comme ça, consommation du manioc au Cameroun, oui. Quelle est la quantité de manioc consommé au Cameroun? Pour mener une telle étude, il faut avoir des échantillons de chaque ethnie, de chaque région. Donc si je fais une étude basée uniquement à Douala, par exemple au quartier où on est uniquement à Douala, sur des populations de souche Douala, oui. Mon étude ne peut pas s'appliquer à tout le Cameroun. Donc vous voyez que si je fais une étude sur les Douala, sur les Sawa, maintenant moi je publie en titre, je mets que ça touche tout le Cameroun, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc si vous n'êtes pas scientifique, vous allez juste vous baser sur le titre et sur le résumé de l'article et dire que voilà, au Cameroun par exemple on consomme 10 manioc par mois dans toute la population générale. Alors que pour un scientifique, va aller au fond, va dire mais est-ce que vraiment la personne a pris le temps d'aller dans chaque ethnie, dans chaque région pour que ce soit représenté? Donc c'est le même problème qu'il y avait avec la Covid. Vous avez parfois des données qui sont erronées. C'est le même problème qu'il y avait avec l'alcool. Je vous parlais de l'étude publiée dans The Lancet, qui est l'un des, je crois même que c'est le journal le plus prestigieux. Parce que dans la science, comme dans les médias, dans les radios hautes, il y a radio et radio, il y a télé et télé, il y a presse et presse. Oui, évidemment. Donc, il y a des journaux, c'est que bon, vraiment, le journal, c'est la crédibilité. Quand vous voyez par exemple une information qui passe à CNN, bon, c'est rarement faux. C'est presque pas faux parce que ces genres de médias, ils prennent le temps de fouiller, d'investiguer pour donner l'information parce que leur crédibilité en dépend. Donc, c'est la même chose pour le Lancet. Le Lancet, c'est un journal, l'un des journaux les plus prestigieux dans le monde. Donc, d'abord, pour publier dans le Lancet, il faut être quelqu'un qui a même 20, 30, 40 ans de carrière dans le domaine scientifique. Il faut être quelqu'un de respecté. Et maintenant, quand une publication sort dans le Lancet, l'OMS récupère seulement et on dit voilà ce qu'il faut faire. Parce que la plupart des recommandations de l'OMS sont basées sur les publications du Lancet. Quand l'OMS dit voilà ce qu'il faut faire en matière d'accouchement, voilà ce qu'il faut faire en matière de palu, voilà ce qu'il faut faire en matière de maladies cardiovasculaires, généralement, vous allez voir en bas les référents de l'OMS, c'est de Lancet. Donc pour vous dire à quel point c'est un journal crédible. Parce qu'il y a beaucoup d'études, comme je disais, mais des journaux qui ne sont pas du calibre du Lancet. Je fais cette précision pour vous faire comprendre le poids de cette étude. Et au-delà du journal dans lequel ça a été publié, parce que l'erreur est humaine, la corruption est humaine. Même les grands journaux, on peut les corrompre. Maintenant, l'étude se base sur quoi? On est à 195 pays qui ont été étudiés, dans lesquels on a étudié la consommation d'alcool. On ne parle pas de 10 pays, on ne parle pas d'un continent. Le Cameroun en fait partie? Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Mais tous les continents sont représentés. Et l'étude s'étend pas sur 1 an, pas sur 2 ans, de 90 à 2016. 26 ans. 26 ans d'études. Donc, ils ont pris suffisamment de temps, ils ont pris suffisamment de données. Dans l'étude, donc, bon, c'est en anglais, je vais faire l'effort de traduire rapidement dans ma tête pour présenter. Donc, ils disent que l'alcool contribue globalement au décès, à l'invalidité, au handicap et à un certain nombre de maladies. L'alcool était en 2016 le 7e facteur de risque de décès et de handicap. Donc, lorsqu'on classait en 2016 les facteurs de risque, les éléments qui peuvent rendre malade, qui peuvent le plus rendre malade, dans le top 10 en numéro 7, il y avait l'alcool. Je vous dis, nous sommes dans l'alcool est premier. Bon, je ne veux pas dire premier, mais certainement il est dans le top 10. Bon, peut-être dans le top 5 au Cameroun. Au Cameroun, c'est le top 2. C'est-à-dire qu'il y a une... Vu la consommation correspondant à 2,2% des décès chez les femmes et 6,8% des décès chez les hommes. Bon, malheureusement, les hommes... Bon, pour le moment, peut-être c'est 10,5% chez les hommes. Peut-être que ça a augmenté. C'est comment, non? Donc, ils ont fait comprendre que de nombreuses études réalisées dans le passé ont eu ce qu'on appelle des biais en matière scientifique, c'est-à-dire des éléments qui entravent la crédibilité de ces études, des éléments qui diminuent la crédibilité ou qui font en sorte que ces études peuvent être remises en question. Notamment sur l'exemple que vous avez pris sur le manioc, c'est une étude qui doit être clairement remise en cause. Et leur conclusion, c'est donc quoi? Le niveau d'exposition qui prévient les maladies et pour lequel il n'y a aucun risque pour la santé, c'est 0 exposition à l'alcool. Donc le niveau de consommation minimale qu'il faut consommer, ou même maximal qu'il faut consommer par semaine, là ils sont par semaine, per week. Le niveau de consommation qui minimise, qui réduit le risque de maladie chez un individu lambda, c'est de 0 g d'éthanol par semaine.
Ça, il y a vraiment recommandé d'éviter complètement de consommer l'alcool. Il n'y a pas danger. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est Je pense pour ma part que l'argent qui était destiné autrefois à acheter 10 bouteilles, voir la compétition, ça, c'est le coup d'État. En plein le boulot pourra aider. Non, la pension des ne me bouscule pas la voix. Merci. Ne me bouscule pas la voix. Ça, c'est le coup d'État en plein 10h58. Les gars, calmez-vous, d'accord? Il est l'heure de la pub. Il va redire ce qu'il a d'abord dit. Quelle bonne nouvelle! Oh là là, ma journée commence bien. Gabriel, lâche la pub. Ma journée commence très... C'est une nouvelle choquante, hein? On va prendre la pub et on se retrouve juste derrière. Vous n'aimez pas